Et donc on va entamer la session de l'après-midi. Cette session serait discutée par Monsieur Joël Rouillet, qui est économiste, chercheur CNRS au Centre d'économie de l'Université Paris-Nord. Et donc l'intervention serait effectuée par Monsieur Maurice Cassier, chercheur au CNRS également, sociologue, mais aussi qui a effectué une thèse en socio-économie, si je ne me trompe pas. Donc voilà, la parole est. Merci. Merci de l'invitation. Alors le texte que vous avez lu, il porte sur les travaux sur la copie des médicaments au Brésil. Et là, je parlais des multinationales. En fait, c'est la même chose, puisqu'on copie les médicaments des multinationales. Donc je vais me mettre de l'autre côté de la copie. Quand j'ai reçu donc l'appel de ce programme sur les technosciences et les marchés mondiaux, il me semblait qu'il pouvait être intéressant de réfléchir au rôle des multinationales dans la structuration des marchés mondiaux, puisque en quelque sorte c'est leur horizon, les marchés mondiaux, le contrôle des marchés mondiaux, la structuration des marchés mondiaux, et évidemment ce contrôle, ça produit ses propres limites, ça produit aussi des conflits, des confrontations qu'on voit justement à propos de la copie des inventions qui sont la propriété des multinationales. Et donc je vais examiner cela. Le premier point, donc quelques remarques sur les multinationales et sur les débats autour des multinationales, qu'on a déjà évoqué un peu ce matin. Alors le premier point, en fait je vais l'introduire avec les réflexions de l'historien Fernand Braudel sur la dynamique du capitalisme. Et le point très important qu'introduit Braudel, c'est celle d'une hiérarchie des marchés. Et pour lui, il étudie la formation du capitalisme à l'époque moderne, et le capitalisme ne signifie absolument pas tous les marchés. Le capitalisme, c'est le marché qui est en haut. C'est la zone ce qu'il appelle le haut profit. Et puis ensuite, on a des ordres de marchés qui sont des marchés locaux, qui sont des marchés régionaux, mais c'est la zone du haut profit. Et déjà, à l'époque moderne du temps de Braudel, c'est déjà un capital qui a aussi le monde pour horizon, avec ces grands négociants dont parlait Capilrage ce matin dans la naissance des sciences. Il y a aujourd'hui les multinationales, c'est le haut du marché, c'est-à-dire elles contrôlent, elles produisent, elles s'efforcent de contrôler les technologies les plus avancées, elles s'efforcent de les approprier, de les formater, de contrôler également les standards étant des barrières également à ces marchés, et en fonction de ce contrôle, de l'avance technologique qu'elles ont et des standards élevés qu'elles atteignent et qu'elles contrôlent, eh bien, elles prélèvent des profits élevés. Donc c'est aussi les multinationales, particulièrement dans le domaine pharmaceutique, c'est la zone du haut profit. Ça ne résume pas tous les marchés, bien sûr, puisque ça ne résume pas, et on va le voir, certains marchés des génériques qui sont organisés et qui sont eux-mêmes hiérarchisés. Il y a un marché mondial des génériques certifiés, et puis il y a des marchés locaux, régionaux de génériques, et ce n'est pas les mêmes producteurs, ce n'est pas les mêmes standards, ce n'est pas les mêmes registres de propriété, et ce n'est pas les mêmes niveaux de profitabilité et de capitalisation. Donc, je pense que la référence à Braudel, ça aide à penser ce niveau d'organisation des marchés, puisque ce matin on parlait des marchés, mais les marchés c'est très organisé, c'est structuré, évidemment avec aussi des asymétries, des conflits et des inégalités.
Bien entendu, ce contrôle, une des formes de contrôle, outre les standards donc, que j'ai rappelés, c'est évidemment tout l'ensemble des règles de propriété intellectuelle. On parlait ce matin des essais cliniques, et il y a des règles de propriété intellectuelle concernant les données cliniques. Mais évidemment, il y a des règles de propriété intellectuelle sur les marques, sur les technologies, les brevets, tous les ensembles de contrats, de licences. Donc c'est tout un système de propriété intellectuelle. Et les multinationales sont expertes, non seulement elles sont expertes, mais c'est elles qui ont les moyens les plus puissants en interne d'analyse et de fabrication de la propriété intellectuelle, et mieux d'influence des politiques de propriété intellectuelle, puisqu'on parlait des TRIPS tout à l'heure, et bien tout le monde sait que les TRIPS a été fabriqués par le syndicat des fabricants de l'industrie pharmaceutique des États-Unis et par les grands opérateurs, les grandes multinationales des technologies de l'information, donc qui ont rehaussé les standards de propriété intellectuelle. Donc là, j'ai mis une référence des années 80 qui est l'étude, ce sont des ensembles d'études de l'Institut de recherche sur les multinationales qui existait alors, qui était à Lausanne et qui a produit des dizaines d'études extrêmement documentées par des économistes, le plus souvent, sur les multinationales et qui là montrait pour les stratégies de contrôle de la technologie qu'elles détenaient la moitié du portefeuille de brevets en 86. Alors, les multinationales, c'est aussi en fait, les organisations, c'est toute une économie en fait, du savoir, des savoirs, depuis leur origine, puisque elles sont, et puisqu'on est intéressé aux technosciences, les multinationales, les grands groupes se sont structurés aussi autour des grands laboratoires de recherche, et particulièrement dans la pharmacie, mais pas seulement. Donc, créer la technologie et détenir l'avance technologique, ça signifiait pour partie internaliser des moyens de recherche importants, qui étaient à l'époque aussi des moyens de contrôle de qualité. Au départ, les premiers laboratoires, c'est des laboratoires de contrôle de qualité, puis ensuite on intègre de la création technologique. Et on s'est bâti, ça signifiait, ces laboratoires internes travaillaient avec l'environnement académique immédiat, donc, les universités travaillaient dès le début du XXe siècle avec les grandes firmes, les grands laboratoires. Et autre force de la multinationale, non seulement avoir ses capacités internes, les capacités de capter les technologies les plus avancées, c'est que l'organisation multinationale, en soi-même, elle réalise deux objectifs. D'une part, de par son extension internationale, elle peut partager les coûts de recherche qu'elle avance sur le marché mondial. Donc là, c'est une source d'efficacité extrêmement importante. Et la deuxième source, on a vu aussi en partie ce matin, c'est la capacité, c'est l'internationalisation même de la recherche qui s'est beaucoup accélérée au sein des multinationales aujourd'hui. Et depuis 20 ou 30 ans, les laboratoires et les capacités de recherche, on a parfois des désinvestissements relatifs et des désinvestissements en Europe, et une forte croissance de laboratoires de recherche en Chine, en Inde. Donc on a une extension de la capacité aussi de capter des connaissances. Et enfin, une nouvelle économie du savoir, c'est-à-dire que les technosciences ne circulent pas seulement sous forme de publications ou de brevets, mais la nouveauté depuis une trentaine d'années, et on voit ça particulièrement dans la pharmacie et les biotechnologies, c'est la capitalisation de cet élément amont, qui fait d'ailleurs, et là on le voit pour les nouveaux médicaments, dans les cancers, les hépatites, etc., c'est-à-dire que la technoscience devient du capital qu'il faut racheter, qui est rentabilisé une première fois par la société de biotechnologie et de biopharmacie, et qu'ensuite la firme pharmaceutique rachète et qu'elle doit rentabiliser une seconde fois. D'où les prix astronomiques. Et ça, ce marché des actifs technologiques, des nouvelles technologies sous forme financière, c'est aussi un marché. La profitabilité est très élevée, je ne reviens pas là-dessus. Alors, évidemment, ce contrôle et cette puissance,
on a des éléments de contestation des multinationales qui sont très anciens, qui sont dès le début du XXe siècle, bien entendu. On a des analyses très critiques, à commencer par Lénine en 1902, qui décrit les multinationales, mais bien d'autres économistes du début du siècle. Et puis pour se rapprocher de notre période, on a une très forte contestation de l'emprise et du contrôle des multinationales dans les années 60-70. Et cela dans, que ce soit alors particulièrement donc en Amérique latine, c'est le thème de la dépendance technologique vis-à-vis des multinationales, c'est la critique de la dénationalisation des industries puisque les multinationales rachètent les firmes locales. On a également des critiques qui émanent aussi des Nations Unies. Les multinationales ne remplissent pas leur rôle de transfert technologique vis-à-vis des pays en développement. On a des conflits très forts dans le domaine du médicament, particulièrement au milieu des années 70, entre l'OMS et le syndicat de l'industrie pharmaceutique internationale, quand l'OMS développe sa politique de médicaments essentiels, voire d'encouragement de la production locale, et en tout cas de rationalisation des marchés du médicament. Donc là, on a une levée, on a toute une série à cette époque, des années 70 et 80, les multinationales sont sur la défensive. Et l'Institut de recherche de Lausanne dont je parlais, sa vocation, c'est de faire de très bonnes études d'ailleurs, et essayer de discuter ces critiques qui sont adressées aux multinationales. Alors pour évoquer, il y a de très nombreux travaux économiques. Donc là, j'en cite simplement deux sur l'impact des multinationales. Une donc d'un sociologue américain, Peter Evans, sur les multinationales au Brésil, parce qu'à l'époque, le régime militaire, lui, il table sur les multinationales pour tirer la croissance, donc il leur offre des conditions très favorables, et on étudie les effets sur les inégalités et la dénationalisation de l'industrie brésilienne, et donc c'est tout cet énorme débat sur la dépendance technologique qui est posée. Et ces critiques trouvent des échos au Sénat américain et aussi à la même époque, donc là c'est en 73, vous avez des hearings sur l'impact et les multinationales, comment faire pour s'implanter sans provoquer trop de résistance, trop de friction, comme on l'évoquait ce matin. Et à la même époque, en 72, la Commission européenne, réunie aussi, se penche sur les relations multinationales et sociétés. Donc il y a une vraie phase critique. Alors, ceci dit, donc je voudrais rentrer maintenant dans un peu plus près de certains déploiements des multinationales, et je vais envisager trois terrains. Le premier, c'est le terrain des antipaludéens et de Rhône Poulenc et Sanofi. Et je vais voir trois phases pour voir comment les multinationales ont utilisé le cadre colonial et post-colonial pour développer des innovations et également créer des marchés. La première situation, et là c'est absolument typique de l'organisation des multinationales et des ententes au sujet de la malaria. Alors à l'époque, il y avait deux grandes firmes qui développaient des anti-malariques, c'était Rhône Poulenc et Bayer, et qui faisaient des accords. Ici, c'est un accord en juillet 41, donc après, donc en phase d'occupation, où Bayer et Rhône Poulenc se partagent le marché. Le marché. Rhône Poulenc aura la France et l'Empire français. Et Rhône Poulenc conduit des essais pour ce qui deviendra la nivaquine. Donc c'est sur la chloroquine. Il y a plusieurs histoires de chloroquine d'ailleurs. Une histoire allemande, une histoire française, une histoire américaine. Et là, donc, c'est l'histoire française. Et cette histoire française, les essais, ils sont faits avec l'Institut Pasteur de Tunis. Donc on voit comment la multinationale développe le médicament sur le plan clinique dans le cadre des institutions médicales de l'Empire, puis ensuite le met sur le marché, utilise sa filiale anglaise qui est May Baker pour vendre côté anglais,
Et la Nivaquine est toujours une marque aujourd'hui de Sanofi. La deuxième situation, donc là c'est une autre situation extrêmement importante, intéressante, c'est toujours Ron Poulenc, et on parlait de l'Asie ce matin. Et là, c'est Ron Poulenc qui va s'approprier les inventions chinoises autour des dérivés de l'artémisinine. Et ils sont extrêmement précoces dès les années 80. Donc ils négocient directement avec les Chinois pour, en quelque sorte, créer le marché mondial de ces médicaments, alors que les Chinois produisaient, éventuellement vendaient et exportaient ces médicaments, mais pas aux standards internationaux. Donc Ron Poulenc conclut un accord à la fois avec les Chinois et avec l'OMS pour mettre le médicament aux standards internationaux. Ce médicament s'appelle, la marque c'est le Paliter. Il est produit en Chine avec une technologie possédée par Ron Poulenc, qui a été développée d'ailleurs par des universitaires australiens, mais c'est Ron Poulenc qui détient le brevet. Et là, Ron Poulenc utilise cette fois-ci l'OMS pour en faire un médicament mondial. C'est plus l'Institut Pasteur, c'est l'OMS. Et puis le dernier dispositif plus récent, là, Sanofi, pour continuer sur le même type d'ailleurs de médicaments, les médicaments à base d'artémisinine, cette fois-ci, Sanofi se branche sur MSF et la médecine humanitaire, Drug and Neglected Disease Initiative, DNDi, qui développe une nouvelle combinaison thérapeutique parce que celle-ci manquait, et Sanofi passe un accord industriel de commercialisation avec DNDi, qui est l'émanation pharmaceutique de MSF, créée en 2003, pour commercialiser ce médicament également à l'échelle internationale, puisqu'il obtiendra un certificat OMS, un certificat technique qu'on appelle une préqualification. Donc c'est-à-dire c'est un générique, mais dans le haut du panier, c'est un marché certifié, financé par les grands donateurs globaux. Et là aussi, on a un type de marché mondial qui se met en place avec humanitaire, OMS, Fonds mondial et multinational. Alors la particularité de ces marchés, c'est à la fois on voit l'emprise et la puissance de la multinationale qui contrôle cette industrialisation, mais en même temps son érosion très rapide face au générique indien, puisque le médicament n'a pas été breveté. La médecine humanitaire a imposé qu'il ne soit pas breveté, et la concurrence des génériques indiens est très rapide, ce qui fait que Sanofi perd rapidement le monopole. Ce qui n'est pas très grave, parce que pour eux, c'est de l'argent de poche au niveau de c'est pas leur cœur d'affaires, c'est pas le diabète, c'est pas le cancer. Mais quand même, ils perdent très rapidement les parts de marché. La deuxième situation que j'ai rencontrée face aux multinationales, cette fois-ci, c'est au Brésil. Et là, c'est une période particulière, c'est-à-dire c'est une nouvelle phase de contestation du pouvoir des multinationales. C'est avec évidemment l'épidémie de sida. Et l'épidémie de sida, c'est une nouvelle phase de crise du pouvoir des multinationales qui détiennent toutes les molécules. Donc, je rappelais, elles détiennent toutes les hautes technologies, quand bien même celles-ci ont été développées par les universités américaines, mais elles ont les licences exclusives. Et là, la contestation est forte, et à la fois elle est politique, et elle est aussi industrielle et économique, puisqu'à cette époque-là, les Indiens et les Brésiliens ont les capacités technologiques de copier ces molécules. Et là, donc en quelque sorte, et pour cela, ils bénéficient, donc à la fin des années 90, au tout début des années 2000, et c'est pour ça que les arrangements de propriété intellectuelle sont si importants pour contrôler ou pas les marchés mondiaux. À l'époque, l'Inde et le Brésil n'ont pas de brevet sur les molécules pharmaceutiques. Donc les producteurs et les chimistes brésiliens et indiens s'engouffrent dans la brèche, dans cette fenêtre de libre copie, et ils produisent ces médicaments qui, au Brésil, sont achetés par le ministère de la Santé et distribués gratuitement aux patients, qui en Inde vont servir, non pas moins aux patients indiens, qu'à irriguer le marché mondial des génériques,
qui est financé par les grands donateurs globaux type Fondation Ford, Fondation Clinton, le Fonds mondial. Les Indiens, c'est 95% de tous les antirétroviraux qui sont distribués dans les Suds, pour reprendre l'expression discutée ce matin. Donc il y a un énorme marché qui se développe et là qui échappe complètement aux multinationales. Qui échappe, mais pas pour longtemps, parce qu'entre-temps, les TRIPS dont on a parlé ce matin, suite à la crise de contrôle des années 80, 70-80, où l'Inde et le Brésil s'étaient soustraits au brevet de médicaments, les TRIPS, c'est l'effort pour les faire réintégrer le modèle, et donc pour reprendre le contrôle sur ces industries, on va dire, rebelles ou déviantes, puisqu'on les surnommait de pirates. L'ambassadeur des États-Unis au Brésil les surnommait de piraterie. Et là, donc, le Brésil reconnaît les brevets sur les nouvelles molécules contre le sida. Donc les laboratoires ne peuvent plus copier, à moins qu'il y ait une décision qui est reconnue par le droit des brevets de suspendre temporairement les brevets pour des raisons d'intérêt public ou de santé publique. Et c'est ce qui est fait au Brésil en 2007, où il y a un décret de Lula qui suspend un brevet de Merck sur une molécule pour en réaliser la production nationale avec un consortium de laboratoires publics et de laboratoires privés qui vont évidemment le produire et le vendre au ministère de la Santé à meilleur prix. Donc là, il y a une confrontation juridique extrêmement forte entre multinationales et pouvoirs politiques qui permet de perpétuer. Et il y a eu cette confrontation au Brésil, mais il y en a de multiples en Inde, toujours aujourd'hui, où vous avez moins en Inde des licences obligatoires que des oppositions, c'est-à-dire c'est une autre procédure juridique qui permet de faire annuler un brevet. Et en Inde, qui se montrait opposant, en fait c'est l'alliance de deux acteurs, les fabricants de génériques, qui avaient intérêt évidemment à annuler les brevets sur les nouvelles molécules pour pouvoir les produire, et des associations de patients, soit dans le cas du cancer, soit dans le cas du VIH-Sida, et qui s'alliaient pour faire des oppositions. Y compris, il y a eu par exemple, de manière amusante en 2008, des séminaires communs entre les Indiens et les Brésiliens pour apprendre à écrire des oppositions, pour faire tomber les brevets sur les nouvelles molécules. Il y a un séminaire qui s'est tenu comme ça à Rio de Janeiro, entre experts juridiques indiens et brésiliens. Troisième situation, troisième médicament, c'est plus récent, c'est sur les antiviraux contre les hépatites. Et là, on a une situation extrêmement intéressante, puisque là, on est en 2014. Et c'est une nouvelle classe de médicaments qui révolutionne les traitements et l'efficacité des traitements contre les hépatites. Et là, la multinationale qui s'appelle Gilead, qui est une nouvelle multinationale, c'est une nouvelle génération qui est née dans les années 80. Donc ça, c'est le cycle financier biotech. C'est une firme d'ailleurs très particulière, dont le métier, c'est plus d'acheter, ce que je disais tout à l'heure, des actifs, des sociétés de biotechnologie qui développent des médicaments, que de faire de la recherche interne. Finalement, ils ont moins de recherche interne que Sanofi ou les autres groupes, mais ils sont spécialistes pour acheter, ce qui est potentiellement une source de fragilité pour l'entreprise, mais ce qui peut être aussi un très fort effet de levier, puisqu'ils ont une capitalisation et une rentabilité extrêmement élevée. Et alors eux, ce qu'ils font, c'est intéressant sur le plan des marchés mondiaux, parce qu'on est en 2014, et tout ça vient après les luttes pour l'accès aux médicaments du sida. Et eux, ils font un partage du monde. Un partage du monde selon, on pourrait dire, le revenu intérieur brut par habitant. Pour les pays, on va appeler des Nord, c'est-à-dire qui ont les pays industrialisés, comme le Japon,
qui ont des revenus élevés. Là, les brevets sont défendus corps et âme, et les prix sont extrêmement élevés, différenciés ceci dit par pays. Le prix des États-Unis, c'est 84 000 $ le traitement. Le prix de l'Allemagne, c'est 64 000, la France, c'est 56 000, l'Italie, c'est pas la même chose, le Brésil, c'est pas la même chose, etc. Et pour les pays les moins avancés, suivant les recommandations d'ailleurs d'une économiste américaine du début des années 2000, qui s'appelait Jane Andrews, qui dit pour éviter ces confrontations sur l'accès aux médicaments, il vaut mieux faire respecter sur les marchés du Nord, là, les marchés les plus rentables sur lesquels l'entreprise va organiser son retour sur investissement, et les marchés du Sud, on peut abandonner les brevets. C'est pas tout à fait ce que fait Gilead, mais Gilead confie ses brevets à un patent pool qui est géré par une organisation internationale qui est United, et ce patent pool a été créé à l'idée des MSF pour faire fabriquer des génériques en Inde pour les pays les moins avancés. Donc là, on a une stratégie de propriété intellectuelle et de construction du marché de la multinationale qui cherche à contrôler, qui est extrêmement bien pensée, y compris les ONG sont elles sont désarçonnées. Puisqu'ils suivent les recommandations de l'MSF. Ils versent leurs brevets dans le patent pool pour les plus pauvres. Donc c'est parfait. Alors ceci dit, c'est parfait, sauf qu'il y a encore des débordements. Parce que la situation nouvelle, c'est quand même toute cette histoire depuis les années 70. Les Indiens, ils ont construit une industrie donc efficace. Les Chinois aussi, particulièrement sur les matières premières chimiques. Les Brésiliens, les Argentins, etc. Et ça fuit un peu le contrôle. Et alors, où ça fuit? Et bien d'abord, ça fuit en Égypte, évidemment avec l'hépatite, parce que les Égyptiens ont une tradition de contestation des brevets avant sur l'interféron, et puis ensuite sur ce médicament-là. Donc le brevet a été annulé en Égypte, et évidemment, il y a des producteurs égyptiens qui se sont engouffrés dans l'espace public ouvert par l'annulation du brevet pour produire du générique à bas prix. MSF et DNDi se sont rapprochés de ces Égyptiens pour essayer de diffuser plus largement. Donc là, vous voyez une sorte de front, de contournement, de résistance pour construire un autre marché en dehors du brevet et en dehors même des accords de patent pool et de licence qui avaient été négociés par la multinationale. Mais ça fuit aussi au Maroc, puisqu'au Maroc, la multinationale en fait, s'est pris les pieds dans le tapis pour déposer son brevet et ils ne l'ont pas déposé à temps. Ils ne considéraient pas que c'était un marché aussi extrêmement important. N'empêche qu'il y a 2 industriels marocains qui ont pris les brevets et ont copié le médicament. Et ils vendent aujourd'hui, et la stratégie des producteurs marocains, c'est de proposer ce médicament, cette nouvelle technologie extrêmement avancée sur le plan à la fois chimique et sur le plan thérapeutique, de le vendre en Afrique de l'Ouest. Et les Brésiliens aussi, alors les Brésiliens c'est plus tendu aujourd'hui, les Brésiliens c'est très particulier, et c'est là où on voit que le Sud n'est plus tout à fait le Sud, c'est qu'au Brésil, un des laboratoires que j'ai rencontré, qui a copié, qui était le premier au Brésil, en 1992, a copié les antirétroviraux. C'est des universitaires qui ont créé cette entreprise de l'université de Rio de Janeiro. Ils avaient une telle technicité qu'ils ont participé aux États-Unis. Ils étaient dans l'entreprise qui a créé cette nouvelle molécule contre l'hépatite C. Le responsable d'entreprise était dans le board de l'entreprise Pharmacet, qui est à l'origine. Et donc lui, il a la technologie, il sait faire. Donc il a organisé un panel d'industriels autour de lui pour copier la molécule. Ils l'ont copié. On peut voir les flacons, donc l'entreprise s'est produit. Le problème aujourd'hui, c'est la crise brésilienne. Et c'est les brevets, puisqu'il y a eu une bataille qui a été engagée à la fois par le ministère de la Santé et par les associations pour faire annuler le brevet. Comme ça, on pourrait produire ce médicament à meilleur coût
au Brésil, mais on a cette situation et de crise politique aussi qui fait que l'État, en tout cas le ministère de la Santé, ne prend plus les décisions sur ces dossiers. Je pense que je pourrais finir comme ça. On voit à la fois, on est dans une situation où les multinationales ont des outils de propriété intellectuelle notamment, et des standards, on pourrait être extrêmement puissants pour contrôler, pour s'adapter. Elles ont des laboratoires de recherche de partout pour capter, des installations commerciales qui leur permettent de contrôler, mais en même temps, on est aussi dans un monde où ce qui a bougé, c'est, on parlait de relationnel, là, il y a quand même une multipolarité, en tout cas des capacités techniques et industrielles pharmaceutiques, qui permettent, dès que le couvercle des brevets se soulève un peu, de produire différemment, ou en tout cas à côté, et de développer d'autres marchés hors contrôle. Merci beaucoup. Juste un mot, j'ai été présenté comme économiste, ce qui est à peu près le cas. Je précise que je lis les sociologues aussi, je lis les historiens, j'ai eu un grand plaisir à lire Braudel et à relire Braudel, donc je commencerai peut-être un peu par Braudel tout à l'heure. Mais avant ça, je ne voulais pas commencer sans remercier les organisateurs, en particulier les amis du premier rang, pour m'avoir mis dans cette situation difficile, puisque je ne suis pas sociologue, même si je lis les sociologues, que je ne suis pas du tout, mais pas du tout spécialiste de l'industrie du médicament, de la pharmacie. Je travaille un petit peu sur l'innovation, mais sur des secteurs qui n'ont à peu près rien à voir et sous des géographies qui sont, je pense, à peu près aux antipodes de celles qui ont été évoquées, à part peut-être l'Inde. Voilà. Avec ces bémols à la clé, comme on dit, je vous prierai de m'excuser si je ne suis pas toujours up to the point. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de faire trois types de remarques, une première série de remarques un peu générales sur le capitalisme, et en partant de Braudel, parce qu'en effet c'est une excellente lecture à tout point de vue. Deuxième série de remarques qui seront peut-être un petit peu plus économiques, sur la capacité à créer des marchés, puisque l'un des justificatifs de la propriété intellectuelle, c'est la finalité, c'est de créer des marchés en protégeant à l'amont. L'idée, c'est de créer des marchés à l'aval. Et là, j'orienterai ma discussion autour, pas uniquement de la capacité à créer des marchés, mais de l'intérêt de la part des multinationales à créer des marchés. Je proposerai peut-être une gradation, une réorganisation, enfin en tout cas une réaction peut-être un peu personnelle en fonction d'autres secteurs sur lesquels j'ai mobilisé de la recherche qui sont, pour ne pas les nommer, les technologies vertes, technologies énergétiques vertes. Je proposerai une gradation entre multinationales, lien entre multinationales et office de propriété intellectuelle, et puis politique étatique. Donc ça sera un deuxième type de remarque. Et puis le troisième type de remarque, je poserai des questions, je poserai une question qui avec quelques collègues nous intéresse toujours sur nos secteurs et nos géographies, et pour voir si cette question est pertinente pour vos travaux, qui sera liée, j'allais dire, à ce qu'on voit émerger dans certains secteurs, les enjeux de co-innovation, en particulier de co-innovation sud-sud, et de spécificité du rôle de la propriété intellectuelle dans les pays en voie de développement, enfin des enjeux, une espèce de déplacement de la question du déploiement vers la question du foisonnement de l'innovation, en particulier des écosystèmes incubateurs. Voilà. Je vais essayer de suivre ce programme en combien de temps? J'ai 15 minutes, c'est ça? 15-20 minutes, ça fait 3 fois 5 plus le temps que je viens de passer. Alors, premier point sur le capitalisme, je ne résiste pas à l'idée j'ai fait pomme F et j'ai fini par, j'ai retrouvé ça. La splendeur, la richesse, le bonheur de vivre se rassemblent au centre de l'économie monde, en son cœur. C'est là que le soleil de l'histoire fait briller de plus vives couleurs, là que se manifestent les hauts prix, les hauts salaires, la banque, les marchandises royales, les industries profitables.
les agricultures capitalistes. Là que se situe le point de départ et le point d'arrivée de longs trafics, l'afflux des métaux précieux, des monnaies fortes et des titres de crédit. Toute une modernité économique en avance s'y loge. Le voyageur le remarque qui voit Venise au XVe siècle, ou Amsterdam au XVIIe, ou Londres au XVIIIe, ou New York aujourd'hui. C'est évidemment faire un modèle, la dynamique du capitalisme, 1986. Alors, je laisse à Braudel la responsabilité de savoir si le bonheur se loge au sein du centre de l'économie monde. Mais moi, il me semble que le capitalisme sur lequel travaille Braudel est un capitalisme en fait de la navigation routurière, en effet des longs flux, des longs courriers, etc. Et je pense que beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur le capitalisme, y compris des historiens, insistent sur le fait que dès le XIXe siècle, on s'éloigne un peu de cette forme de capitalisme un peu idéal à la Braudel, puisque déjà l'acier est beaucoup plus local au XIXe siècle, puisque le charbon est très local également. Le XXe siècle, alors je sais bien que le textile se développe bien avant le XXe siècle, il y a des enjeux de mécanisation, pas mécanisation, entre Manchester et l'Inde, Ahmedabad, mais au XXe siècle, il se passe une chose qui est très importante, c'est que les enjeux de contrôle, vous insistiez à juste titre sur le contrôle de la technologie, le contrôle des standards, à la faveur de la Première Guerre mondiale, le contrôle sur les standards, le contrôle sur la mécanisation échappe à l'Empire britannique aux Indes, échappe partiellement à l'Empire britannique en Égypte et commence à échapper au sein de l'Empire français, même si ensuite il y aura un recul du coton, un recul des mécanisations, un recul du textile dans l'Afrique de l'Ouest. Mais on est là dans un capitalisme qui n'est plus hauturier, qui est beaucoup plus local, qui est beaucoup plus fragmenté, qui conserve dans les deux secteurs que je mentionnais des hauts profils. Donc l'équation haut profil, longue distance cesse d'être vraie. Autre équation qui se distend au profil et au risque, et vous l'avez décrit vous-même également en particulier le premier cas de figure, une fois que les risques sont pris, la propriété intellectuelle fait que dans la deuxième phase, les hauts profits sont assurés et le haut risque n'est plus là, d'où le fondement économique à la critique d'un certain nombre d'ONG. Voilà, donc je voulais simplement rappeler ce genre de choses pour dire que un certain nombre de domaines d'innovation, de secteurs dans lesquels on travaille sur l'innovation en particulier à partir des pays du Sud, vient aujourd'hui fondamentalement renouveler la question des capitalismes et vient renouveler l'ensemble de ces équations de localité, de diffusion, d'émergence de technologies, et puis d'équations au profit, au risque. Et donc aujourd'hui, on le voit dans des enjeux de financement. Ce qui reste très globalisé d'une certaine manière, c'est la finance, mais lorsqu'on cherche à regarder quels sont les outils financiers, les instruments financiers qui, en lien avec les instruments juridiques, puisqu'une fois qu'on a donné des instruments juridiques, c'est pour en réalité mobiliser des instruments financiers, et bien même ces instruments financiers restent petit a relativement fragmentés, et petit b ont une relation à la propriété intellectuelle dont avec quelques chercheurs, nous faisons l'hypothèse qu'elle est en train de changer, et y compris des chercheurs en droit, des juristes, des praticiens également de la propriété intellectuelle sur les technologies vertes, nous sommes en train de faire l'hypothèse qu'elle est en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a eu un habitus de se dire on investit quand il y a cette propriété intellectuelle, mais je pense qu'aujourd'hui c'est en train de changer. Voilà, ça c'était mon premier point. À preuve et système de preuve de ce premier point, c'est là où je voudrais regarder un peu le rôle, explorer le rôle de la propriété intellectuelle dans les pays en développement, et donc d'une certaine manière revenir à votre présentation, à la chair de votre présentation, et à reprendre avec mes clés de compréhension les trois exemples que vous avez indiqués, sur la capacité à créer des marchés en lien à l'intérêt à créer des marchés. Je ne les oppose pas, je pense que c'est un couple, il y a les deux paramètres. Ce qu'on voit en particulier dans le deuxième exemple que vous avez donné, si je l'ai compris, c'est qu'il n'y a pas toujours une appétence des multinationales à créer des marchés, développer des marchés. On le voit dans le médicament, on le voit dans des domaines dont on pourrait penser que, on le voit vous l'avez montré dans le médicament des maladies, pardonnez-moi
si je n'utilise pas le bon terme, encore une fois, c'est pas mon secteur, mais des maladies tropicales, comme on dit, voilà. Négligées. Voilà, des maladies négligées. Dans les secteurs qui sont beaucoup plus, j'allais dire, monotechnologie dans le monde, il y a aussi des pays négligés. Pour nos travaux, on a discuté avec les directeurs de la propriété intellectuelle de très grands groupes industriels qui nous disaient, voilà, nous nous sommes tous posé la question de valoriser nos portefeuilles de brevets dans ces pays-là. On s'est rendu compte que l'investissement en termes de déploiement de ces technologies, de ces brevets, de proposition de contrats d'exploitation de ces brevets dans ces pays pour développer les marchés avait non seulement des constantes de temps beaucoup trop importantes, et deuxièmement, avait des rentabilités qui étaient vraiment, pardon, pas des rentabilités, mais des niveaux de revenus qui étaient l'épaisseur du trait, pour ces grands groupes. En particulier, il y a quelqu'un d'un grand groupe pétrolier qui nous a dit, voilà, si je passe un an avec toute mon équipe à essayer de voir comment on fait, on va finir par mettre en place un système qui, dans 5 ans, générera annuellement ce que nos ventes de pétrole nous rapportent en une journée, quotidiennement. Donc, il y a eu très longtemps une absence d'intérêt à développer, une absence d'intérêt à créer des marchés, et dans ce cas-là, j'allais dire une absence de protection bien au-delà des zones dans lesquelles la propriété intellectuelle n'est pas reconnue. Encore une fois, je parle plutôt de mes secteurs, enfin des secteurs sur lesquels je travaille. Vous avez, y compris sur des grandes zones du monde sur lesquelles il y a des grands marchés potentiels, Brésil et Inde, une non-valorisation des portefeuilles technologiques, et vous avez en particulier sur toute l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, sur toute l'Afrique subsaharienne, voire l'Afrique du Nord, vous mentionniez le Maroc, un désintérêt et donc un non-brevetage. Et donc, quelque part, la copie, l'appropriation, etc., est vue comme un non-problème, est vue comme variable de deuxième, troisième, voire quatrième ordre par ces entreprises. Alors, les choses dans certains... À partir du moment où on a constaté l'émergence des Suds, évidemment, certaines multinationales ont commencé à se poser des questions, mais encore une fois, je crois que nos enquêtes très récentes montrent que beaucoup de multinationales ont une politique de propriété intellectuelle, ont une politique de marché ou de services pays du Sud, mais n'ont aucune stratégie à l'intersection des deux. Et lorsque vous les interviewez sur cette question, ils se retrouvent assez secs, finalement, sur la question. C'est en train de changer, alors c'est là où je voyais, moi, un petit peu 3 cas. Premier cas, la multinationale, grande ou petite, qui essaie de faire quelque chose. Vous avez mentionné Sophos Buvir, si je prononce bien. Il y a un autre cas, il y a Nutricet, qui est une société beaucoup plus petite, que vous connaissez peut-être, bien plus petite, mais qui a une vocation internationale, globale et multinationale, puisque Nutricet produit des compléments alimentaires pour la malnutrition, y compris la malnutrition grave. Alors, ils ont une logique qui est assez intéressante aussi, qui est assez proche de ce que vous décrivez, de mise en place de propriété intellectuelle, de mise en place de brevets, alors que les composés alimentaires eux-mêmes le disent, finalement assez simple. Hein, ce qui est important, c'est la manière, c'est pas tellement le contenu, c'est plus la manière dont ça va être distribué. Donc il y a tout un savoir-faire aussi dans nos populations en besoin. Des questions de process de production, etc. Et donc vous avez à la fois des patents de la propriété intellectuelle et vous avez une alliance aux grandes agences internationales avec, je ne dirais peut-être pas comme moi en public de la même manière, mais avec quelque part une acceptation qu'à un horizon relativement rapide, et pas du tout sur les constantes de temps comme les médicaments phares des grandes sociétés pharmaceutiques, eh bien, ces savoir-faire, cette propriété intellectuelle va être appropriée. Et ils sont même sur des marchés beaucoup plus résistants, bien que très importants comme l'Inde, par exemple, en Panamé, puisque la moitié de la malnutrition dans le monde, malheureusement, est en Inde, eh bien, ils sont prêts à s'associer avec des industriels locaux, etc. Malgré tout, c'est pas aussi simple, l'Inde est très particulière, mais je crois qu'on a ce petit témoignage pour indiquer ou poser la question de savoir. Je pense qu'il y a aujourd'hui, par rapport au premier point que j'ai noté,
dans ce contexte général d'absence de politique commerciale et stratégique précise de la plupart des multinationales au niveau de cette interface propriété intellectuelle et pays du Sud, je crois que par opposition, par contraste à cette majorité, eh bien, vous avez une minorité d'entreprises et de multinationales, grandes ou petites, qui sont dans une tendance de réflexion sur ce point. Il y a un deuxième aspect, vous mentionniez le Maroc. Alors le Maroc a, je termine dans 6 minutes à peu près. Le Maroc a un office de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui est extrêmement dynamique. Vous avez la zone OAPI, alors je crois que c'est 17 pays, c'est ça 14 ? Enfin bon, plus d'une douzaine. S'il y a des gens qui Google, ils pourront nous aider à trouver la réponse. Vous avez aujourd'hui des coopérations entre instituts de propriété intellectuelle du Nord et du Sud, mais vous avez surtout ces instituts, pour le peu que j'en sais, ces instituts de propriété intellectuelle du Sud qui se disent, qui ont une démarche, non pas uniquement d'enregistrement ex post de la propriété industrielle d'entreprises du Nord sur leur terrain ou d'entreprises du Sud sur leur terrain, mais qui ont aussi une démarche proactive, ex ante, pour faire le tour, ex ante du point de vue de l'enregistrement chez eux, pour faire le tour des demandes et besoins, l'état des lieux, des savoir-faire des entreprises présentes dans leur écosystème, là aussi international ou national, pour leur indiquer ce qui est présent sur les étagères, sur la place internationale, pour, j'allais dire, vraiment jouer le jeu du versant positif de la propriété intellectuelle, puisque la propriété intellectuelle a une dimension normative protectrice qui est d'assurer un monopole géographique et temporel donné, mais elle a officiellement, en tout cas c'est ainsi que depuis le début de la propriété intellectuelle, ses promoteurs l'ont soutenu, elle a aussi une vocation d'information, de signaling en anglais. Bon. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aujourd'hui des instituts de la propriété intellectuelle au Sud qui prennent à bras-le-corps de manière extrêmement sérieuse ce versant signaling, ce qui n'empêche pas qu'on ait du jeu businessman, c'est-à-dire si les gens n'enregistrent pas, bien tant pis, donc voilà, vous avez des entrepreneurs marocains astucieux, rapides qui le font. Donc ça commence à, j'allais dire l'aspect menace plus l'aspect menace de, vous avez aujourd'hui des intervenants locaux qui peuvent se positionner sur le marché et combiné aux aspects positifs, aux aspects opportunités de l'action de ces organismes publics, qui font que là aussi, je pense qu'il y a une certaine accélération par les territoires receveurs, co-innovateurs, je dirais, mais dans un premier temps receveurs, de l'intérêt des entreprises issues des territoires émetteurs à étendre le domaine géographique de la propriété intellectuelle, mais également à réviser à la baisse ce qu'on attend de manière protective de la propriété intellectuelle. Vous avez beaucoup de débats aujourd'hui au Nord pour se dire, bon, en effet, il faut peut-être en rabattre sur la propriété intellectuelle, sur certains points. Ça, en tout cas, j'aimerais tester votre... ça, je constate vraiment... nous constatons avec nos collègues sur tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle autour des technologies des énergies vertes. J'aimerais avoir votre point de vue sur la pharmacie, donc je comprends qu'elle est très spécifique. Et donc, troisième figure de style, toujours dans ce dernier point, là je vais très vite, sur le Brésil versus l'Inde, bon, je crois que là on est typiquement, remarque, c'est qu'on est typiquement dans des trajectoires d'innovation de long terme. Le Brésil, sur beaucoup de secteurs, en particulier par exemple la canne à sucre, les bioéthanol, etc., a eu des trajectoires longues d'accompagnement de l'innovation par la création, par l'État, de marchés débouchés. Alors que l'État a été dans ses phases militaires ou dans ses phases civiles, il y a eu des évolutions, des fluctuations. L'impact du marché international sur la rentabilité joue, mais il y a une espèce de continuité long terme. Sur l'Inde, mais vous me corrigerez, il me semble que là, en revanche, il y a très peu de relais de l'État, il y a peu d'accompagnement dans la durée, et que c'est vraiment le fait des entrepreneurs. Donc là, on a, donc j'allais dire un troisième volet, on a les multinationales, on a le rôle des
premier volet. Le deuxième volet, le rôle des agences de propriété intellectuelle sur place. Et puis, troisièmement, on a dans les grandes économies émergentes des évolutions très contrastées au niveau des États. Et mon troisième point, qui est plus un point de conclusion et d'ouverture, je reviens à cette articulation un peu délaissée, comme les maladies délaissées, entre propriété intellectuelle et PVD. Il me semble que, je l'ai dit, il y a aujourd'hui un intérêt pour se réintéresser à cet angle mort délaissé, mais nous faisons l'hypothèse, et ça j'aimerais vraiment avoir votre point de vue aussi sur la pharmacie, parce que le montant des investissements est d'un certain point de vue relativement important en amont dans la pharmacie, plus important dans notre secteur, mais il y a également des bibliothèques aujourd'hui de recherche en biomédecine, en biotechnologie, etc. Donc j'arrive pas à trancher, mais la question est de savoir aujourd'hui si c'est simplement une extension géographique à innovation constante, on va dire comme ça, ou s'il y a de plus en plus une co-innovation possible, en particulier entre économies du Sud. Là, ce qui nous semble, c'est que le paradigme ancien de savoir si l'effort capitalistique était plutôt du côté de la recherche amont versus le déploiement, eh bien aujourd'hui, ce paradigme n'est peut-être plus le bon, puisque il y a un premier déplacement, enfin je ferai l'hypothèse de votre avis, sur votre expertise sur votre secteur nous éclairera sur les nôtres, un premier déplacement d'une logique, d'une question de déploiement vers une question de foisonnement, donc de déploiement ex post à des enjeux de déploiement, de foisonnement, pardon, ex ante. Ça c'est la première dimension, puis la deuxième dimension, je l'ai mis en route. Déjà, pour conclure et rester dans les 15 dernières minutes, dans les 15 plus 5 minutes, il me semble que, moi ce que j'ai apprécié à la fois dans votre présentation et dans le papier que j'ai lu, sachant que c'était pas la même chose, et là aussi je remercie beaucoup les organisateurs pour faciliter la tâche. Ah bon, alors je vous remercie. En tout cas, on a beaucoup appris. En tout cas, moi, le message un peu impressionniste que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important aujourd'hui, dans le contexte changeant, que j'ai essayé de décrire du point de vue de la boîte un peu aride de l'économie. Ce qui donne la chair à tout ça, c'est le retour vers les socio-organisations, vers l'analyse des acteurs, et que ça me paraît extrêmement prometteur. Je terminerai simplement en citant, j'ai cité Braudel, en citant une autre citation sur le capitalisme, citation qui pour moi est plus optimiste qu'il n'y paraît. C'est Joanne Robinson, il n'y a qu'une seule chose pire que d'être exploité par le capitalisme, c'est de ne pas être exploité par le capitalisme. Alors peut-être, je vais reprendre sur l'aspect foisonnement ou innovation, puisque ça répond assez exactement à la situation de l'entreprise, de ce médicament miracle anti-hépatite C, le sofosbuvir, puisque l'entreprise brésilienne dont je parlais a été partenaire industriel de ce système d'innovation, qui était localisé au nord université américaine et start-up, et participait pleinement, y compris d'ailleurs financièrement, en partie au capital de la start-up. Donc, ils étaient capables, et c'est clair, et moi j'en retire, si vous voulez, ces 40 ans d'histoire industrielle et de confrontation, d'apprentissage, on apprend beaucoup par la copie. Et on apprend, y compris, si on copie des choses complexes, comme cette entreprise au départ qui était née de l'université, donc avec effectivement des ressources humaines, en tout cas en chimie, qui étaient expertes, on développe des capacités qui font qu'on peut s'insérer, on peut faire de la co-innovation, et c'est bien ce qui s'est passé là, puisque les Brésiliens, et pas seulement sur ce médicament, parce que c'est toute une famille de molécules, ces antiviraux contre les hépatites, l'entreprise brésilienne détient un brevet sur un procédé de fabrication, c'était les spécialistes de la fabrication, de la synthèse de ce type de molécules, des petites molécules extrêmement sophistiquées à produire. Et donc,
là, la co-innovation, on l'a. Ils sont, en plus, ils étaient au board, et en plus, ils détenaient un brevet sur certaines molécules, dans plusieurs alliances avec chaque fois des multinationales. Alors, ce qui s'est passé sur la co-innovation, c'est aussi des limites. Parce qu'à un moment donné, les milieux financiers, ils s'efforcent de reprendre le contrôle. Et là, sur ce cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire à partir du moment où la molécule, le sofosbuvir, je rappelle que le sofosbuvir, la molécule a été mise sur le marché en 2014. Le retour, elle a été rachetée par l'entreprise Gilead en 2011 pour 11 milliards de dollars. Le retour sur investissement, ça a duré moins de 6 mois. Et là, donc, on est sur des volumes financiers, quand je parlais de la zone de haut profit, c'est ça. C'est-à-dire des niveaux de capitalisation boursière extrêmement importants, qui poussent eux-mêmes la rentabilisation et la constitution des prix. C'est ça qui dirige la formation du prix. Et ensuite, pour la formation du prix, on regarde les payeurs, jusqu'où ils sont capables d'aller payer. On va voir les payeurs aux États-Unis, les payeurs en Europe, les payeurs en Allemagne, etc. Et on fixe le prix en fonction de ça. Et là, c'est des masses financières gigantesques. Et c'est là où je différencierai avec Nutricept. J'ai un étudiant qui actuellement qui fait sa thèse sur Nutricept. Donc on reviendra sur Nutricept. Mais là, on a, si vous voulez, le cheval et la couette. C'est vraiment, c'est autre chose. Quand je parle du haut profit, c'est ça. Là, quand la molécule s'est avérée intéressante, les Brésiliens, ils ont été mis hors jeu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus dans le système d'innovation. Les derniers développements de la molécule, ils étaient ailleurs. L'entreprise américaine a rapatrié tout ça aux États-Unis pour avoir ce contrôle. Donc c'est un contrôle technologique qui était extrêmement fort. Les Brésiliens ont été complètement exclus des dernières années, jusqu'à réapparaître là récemment pour essayer de faire un générique brésilien. À ce moment-là, ils sont récupérés par l'État pour faire avec le ministère de la Santé et les laboratoires publics, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, au Brésil, et particulièrement dans le domaine pharmaceutique, il y a un investissement public avec des entreprises publiques depuis très longtemps. Ça a commencé même au début du XXe siècle, avec des labos militaires. Et ça s'est même accru dans les années 2000. Donc ils ont une vingtaine de labos publics, et effectivement, ils ont soutenu ça. Mais le labo qui avait co-innové avec les grands de l'industrie pharmaceutique, les grandes universités américaines ou européennes, d'ailleurs pour l'hépatite B, ça se passait, y compris en France, à Montpellier, etc., l'entreprise elle est mise hors jeu. Bon, ses capacités techniques, d'accord, son brevet sur un procédé, d'accord, mais le contrôle de la molécule, du marché et de la profitabilité, pas d'accord. Donc il y a de la co-innovation, c'est vrai qu'il y a du foisonnement de plus en plus important, et des possibilités de développement de molécules qui seront faites effectivement en Inde, quelques-unes rares, mais qui seront faites parce que les capacités sont là. Il n'empêche que les niveaux, même si on a des multinationales indiennes, les niveaux de capitalisation sont encore pas comparables. Et le contrôle des marchés, c'était toujours le plein d'une féroce bataille. Donc on a co-innovation, mais aussi contrôle et exclusion qui se reproduisent à ce niveau-là. Pardon, sur la base de portefeuille contre portefeuille, c'est ça de brevet. Sur la base de qui détient, parce que dans les brevets, il y a des hiérarchies. La hiérarchie, ce qui vous donne le pouvoir, c'est le brevet sur les molécules. Les Brésiliens, ils avaient des brevets sur les procédés. Si vous voulez, vous êtes dépendant. Donc, et ça, c'est une vieille dichotomie qui est extrêmement importante. Et la capitalisation, c'est pour ça que c'est si important, les brevets sur le médicament, sur les molécules, et c'était pour ça, c'était très important de les mettre dans les TRIPS pour tous les pays, c'est qu'effectivement, on ne va pas, les multinationales, elles ne vont pas aller jouer à étendre leur brevet au Burkina Faso, ça, on est d'accord. Donc ça, elles ne le font pas, même si c'est possible. Mais, ou au Bénin, donc ils ne le font pas. Mais l'important, c'est d'avoir la molécule.
Et le brevet, l'étendue du brevet, c'est l'étendue des possibilités d'accumulation et de capitalisation. Et c'est fondamental. Donc il y a des hiérarchies qui se font y compris là-dessus. Alors Nutri-7, c'est extrêmement intéressant parce qu'au départ, y compris, c'est une innovation IRD de l'Institut de recherche et du développement, le médicament prêt à l'emploi. Et ça s'est fait entre l'IRD et effectivement cette petite entreprise de Normandie qui est dans l'agroalimentaire et où on avait un patron qui se passionnait aussi d'humanitaire, etc. Donc c'est un montage sciences, humanitaire, MSF, parce que c'est des crises de malnutrition au Niger en 2005. Donc en fait, tout le développement du médicament et son usage effectivement très spécifique, y compris avec des prolongements de production locale, ça a été étroitement surveillé par MSF. Et non seulement surveillé, mais ils ont vraiment changé aussi le cadre d'usage avec les institutions internationales. Mais là, on est sur des niveaux. Alors là, on a un marché, et le marché, c'est le marché public des grands donateurs. C'est comme pour la malaria, c'est comme pour... Mais ces médicaments, c'est intéressant pour Nutri-7, mais c'est pas pour les grandes multis. Les multis, comme Sanofi, quand ils font le médicament pour la malaria, si vous voulez, je disais, c'est de l'argent de poche. C'est pour eux. Actuellement, ils gagnent par an, en 2015, après le prix de 2015, ils gagnent environ 5 millions d'euros sur leur production. 5 millions d'euros, les profits en 2015, c'était 7,3 billions. Donc vous voyez un peu le truc. Donc là, c'est un autre niveau d'affaires, mais extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, alors là, on a une autre construction, en dehors des multinationales, avec un petit industriel, la puissance là, de l'organisation humanitaire, comme organisation aussi multinationale est capable d'innover, avec tous les aspects mesures, parce que MSF a une filiale d'épidémiologie, qui s'appelle Épicentre, qui a aussi participé. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc l'arrangement sur les brevets, les entreprises alors il y a eu une bataille avec des sociétés américaines, et ensuite tout le monde s'est mis autour de la table, parce que finalement le marché c'est un marché public, et ça faisait mauvais effet de sur les brevets, sur ce médicament. Donc on a eu une sorte de mutualisation. Donc, alors, tout à fait d'accord sur la question de la gestion différenciée de la propriété intellectuelle au sein des firmes, qui est un point tout à fait majeur. Sur la capacité des pays du Sud, alors c'est vrai qu'on mesure en 30 ans, en 40 ans, un apprentissage très important. Par exemple, au Brésil, y compris, ils n'avaient pas de brevet de médicaments jusqu'en 1996-97. Donc ils ont embauché, en plus avec des aspects très intéressants, parce qu'ils ont confié l'examen des brevets de médicaments à l'agence de santé, de sécurité sanitaire. Ce qui a fait, alors là, ça a été des procès engagés par les multinationales en disant qu'est-ce qu'ils vont faire examiner les brevets par l'agence de sécurité sanitaire, qui refusait un certain nombre de brevets. Donc il y a eu des tas de procès, mais les Brésiliens ont appris, ils ont embauché des jeunes pharmaciens, il y a beaucoup de jeunes pharmaciens, chimistes très éduqués, etc., qui ont renforcé la capacité d'expertise de ces instituts. Donc c'est vrai pour le Brésil, il y a un apprentissage. Pour le Maroc, on a une thèse là-dessus d'une sociologue, Gaëlle Tréporian, qui a été à l'office des brevets du Maroc. Et c'est quand même le Maroc, en tout cas jusque dans les années 2012-2013, peut-être que ça a évolué depuis, d'après ce qu'elle décrit, c'est plus une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire ils enregistrent si l'Office européen des brevets suivent et ils n'ont pas les moyens de lire. Et le Maroc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, si Gilead n'a pas déposé son brevet au Maroc, à la fois ils sont un peu pris les pieds dans le tapis, ce qui arrive tout à fait aussi. Mais c'est aussi parce que c'était pas non plus trop dangereux pour eux. Non, mais le fait que le Maroc est intéressant maintenant sur le plan pharmaceutique, parce qu'eux, ils ont appris aussi à copier. Donc ils ont des gens, parce que le sofosbuvir, c'est quand même pas une technologie facile. Alors ils synthétisent pas, ils achètent en Inde, mais bon, ils ont quand même fait la formulation. Le Maroc, ce qui est très important, a un centre de bioéquivalence. Alors là, c'est l'aspect mesure et standard des génériques.
pour fabriquer des génériques, si vous voulez, au niveau au-dessus. Et quand on est à ce niveau au-dessus, effectivement, ça facilite les exportations. Donc le Maroc pourrait devenir, et les fabricants marocains pourraient devenir, d'ailleurs l'Algérie est dans le même processus. Et ils regardent tous les marchés africains, en tout cas ceux qui sont en croissance pour se placer. Donc c'est vrai qu'on a un monde de plus en plus foisonnant. Alors, on va consacrer 10 minutes pour les discussions-réponses, donc la première. J'ai une question différente que le commentaire, je pense. La discussion précédente était très difficile pour moi à comprendre. J'essayais en français. La question reliée à votre bonne présentation avec cette Eti Abraham. Il y a 2 ans, Eti a montré que pour la construction du bombe atomique, il n'y a jamais eu de projet national. Le Manhattan Project, par exemple, a compris savants de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, non seulement des États-Unis. Le bombe de nation était un mythe très important pour Indy, pour l'Iran, etc., mais un mythe. Dans les choses atomiques, on pourrait dire avec Bruno Latour, nous n'avons jamais été nationaux, oui. Qu'est-ce que la situation avec pharmaceutique, avec le copier et le reverse engineering? Est-ce que la science des médicaments intrinsiques mondiales, est-ce que le rôle des nations seul pour l'IP? On va prendre plusieurs et ensuite Mathieu. Moi, c'était un commentaire, enfin un ajout à ce que disait Maurice sur le moment où ça fuite partout, il y a plein d'acteurs. C'était juste pour rajouter un acteur qui était le Bangladesh dans cette histoire du Sophos-Buvir. Le Bangladesh, c'est un des pays les moins développés, enfin faisant partie du groupe des Least Developed Countries, n'étant pas tenu de reconnaître les brevets à ce titre, et qui apparemment, avant l'Inde, produisait du Sophos-Buvir, avant même que l'Inde et puis les firmes indiennes aient pu mettre le Sophos-Buvir sur le marché, des firmes bangladaises l'avaient fait, et apparemment il y a eu des circulations entre le Bangladesh et l'Inde de ce médicament très très rapidement. Donc c'est, par rapport à la discussion sur asymétrie, comment en même temps ces asymétries elles sont remises en question, je trouve le cas par rapport à Sophos-Buvir, l'exemple du Bangladesh est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le premier tour? Et donc, Non, je pense que c'est une question tout à fait importante, le médicament et les États. On parlait tout à l'heure du rôle des États. Là, le fait, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple, que le Brésil ait créé des laboratoires publics depuis très longtemps, en partie la propriété du ministère de la Santé. Donc là, on a un lien très fort et un accent qui est mis à la fois sur la nationalisation des technologies, c'est-à-dire l'apprentissage des technologies, mais dans un contexte de distribution par le ministère de la Santé pour essayer de traiter les épidémies, les priorités de santé. Alors évidemment avec beaucoup d'inégalités selon les pathologies. Mais il est vrai que l'échelon national est tout à fait important pour le médicament. Et puisqu'on parle de nationalisation, je rappelle que Nasser, en son temps, dans les années 50, avait nationalisé aussi des laboratoires pharmaceutiques, avait développé des laboratoires pharmaceutiques publics, qui existent d'ailleurs en partie toujours aujourd'hui, moins puissants, mais la question d'avoir des laboratoires publics pour le médicament est tout à fait important. C'est encore plus flagrant pour les vaccins. Par exemple, au Brésil, les 2 grandes firmes qui produisent la quasi-totalité des vaccins utilisés dans les programmes de vaccination brésiliens, ce sont 2 laboratoires publics, un à Rio de Janeiro, un à São Paulo, qui sont... Donc la question de la nation est tout à fait importante. Alors évidemment, ensuite, quand on regarde, par exemple, alors là, pour les petits pays africains, l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être moins de chacun détenir des usines que de faire des régions, des ententes régionales pour à la fois standardiser,
produire, certifier des médicaments génériques à bon marché. C'est sans doute moins au niveau de petites nations. Et on voit, en tout cas, il y a une interrogation politique en Afrique sur une régionalisation de la production. Ce qui pourrait se passer aussi avec le Maroc et l'Algérie à destination de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous voulez réagir, ajouter quelque chose? Enfin, très rapidement sur ce qui vient d'être dit sur le rôle des trajectoires nationales. Je crois qu'en effet, c'est très clair que les grandes économies émergentes veulent aujourd'hui des labos publics. Je mentionnais l'Inde tout à l'heure comme exception apparente. C'est pas tellement qu'ils ne le souhaitent pas, c'est qu'ils n'ont pas réussi, je pense, à le mettre encore. En fait, l'Inde, après l'indépendance, a créé deux laboratoires pharmaceutiques publics, deux laboratoires de recherche et deux laboratoires de production, notamment pour produire les antibiotiques. Ils ont eu beaucoup de mal à les faire vivre, à les moderniser, etc. Et il y a eu cet effort. Je crois que c'est. Enfin, on serait peut-être d'accord pour dire que c'est un effort de constance des politiques publiques. Voilà. Donc, sur la question des grands émergents, ça me paraît évident. Et en effet, je crois que sur les petits pays, la question reste complètement ouverte. Juste en effet sur l'optique marocain, c'est vrai que sur ce que j'en ai compris sur nos domaines, encore une fois, sur l'enregistrement, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification. Je dis voilà, ça a été enregistré dans quelques grandes zones dans le monde, on enregistre de la même manière. En revanche, du coup, pour autant, ça n'est pas uniquement une chambre d'enregistrement, c'est du coup mettre en place depuis quelques années des politiques de diffusion de l'information auprès des industriels locaux. Ceci étant dit, comment faire pour des groupes, des régions de petits pays en Afrique subsaharienne? Je pense que c'est une question extrêmement ouverte, manifestement sur le pharmaceutique, mais aussi sur là aussi des brevets de process sur la mise en place d'énergie renouvelable. Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Hein. On a une dernière question de la part de Soumaya. Non, mais... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la session, c'est finalement, dans l'intervention de Maurice comme dans le commentaire, c'est l'insistance sur le rôle de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire comment la propriété intellectuelle, je ne sais pas, bien sûr sur la longue durée, mais particulièrement peut-être sur les 3 dernières décennies, comment elle devient un outil d'extension, de sécurisation du marché à l'international. Donc une nouvelle voie finalement pour construire les marchés mondiaux, on les appelle comme on veut, transnationaux, y compris locaux, avec des différences effectivement importantes d'une région à l'autre. Ma question, elle est double, c'est-à-dire si on sort du médicament et qu'on essaye de regarder par comparaison à d'autres technologies, justement je suis très intéressée de savoir un peu plus sur les technologies vertes, mais au-delà, est-ce que cette voie d'ouverture des marchés internationaux est plus particulière à certaines industries que d'autres? Parce qu'on n'a pas besoin de brevets pour exploiter les ressources naturelles. On n'a pas besoin de brevets pour aller exploiter le pétrole en mer. On a besoin de concessions, ce qui est une autre stratégie de construction des marchés. Vous voyez ma question? C'est finalement, si on essaye de typologiser les différentes stratégies de construction du marché, quelle place tient la question des brevets, la question de la propriété intellectuelle? Et est-ce que ce qui caractérise finalement l'industrie pharmaceutique, je pense que c'est une question qui est revenue, c'est le degré de technologie que ça nécessite, le degré d'investissement et d'industrie lourde que ça nécessite. Est-ce que finalement, c'est pas une industrie plus légère que d'autres industries, je pense au nucléaire iranien, etc. Est-ce que finalement, c'est pas dans ce secteur-là, si on a autant d'investissement? Et de plus, et l'insistance sur le rôle d'MSF est très important, nous avons des acteurs alternatifs, contestataires comme on veut, qui vont pouvoir peser face à des industriels. Ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres secteurs, parce qu'on ne va pas voir, Greenpeace ne va pas négocier avec Shell comment on fait les plateformes pétrolières. Donc c'est vraiment essayer juste de voir ce que vous pensez d'une comparaison de secteurs. Alors, je trouve
Je trouve que c'est une question assez importante, c'est le rôle en fait des droits de propriété et à quoi ça peut servir. J'ai parlé des Brésiliens qui copiaient, mais les Brésiliens qui copient, en même temps, ils déposent des brevets. Parce qu'ils se sont mis à faire de la recherche, donc ils ont amélioré des procédés, et voire même, ils sont amenés à travailler avec leurs universitaires pour découvrir des nouvelles substances, le cas échéant en relation avec la biodiversité, etc. Puisqu'ils ont aussi des programmes là-dessus. Donc la reconnaissance des droits de propriété, c'est aussi un instrument de contrôle de pouvoir. La question, c'est qui contrôle et qui a le pouvoir d'utiliser les droits de propriété. Alors on voit que le droit international permet par exemple aux États, dans le cas des médicaments, de reprendre la main en décidant d'une licence obligatoire. Mais, pas tout, mais le cas échéant, l'État brésilien, quand il est lui-même propriétaire de brevets sur certains médicaments, nouveaux médicaments, et il le prend comme un moyen d'action, y compris de défense, vis-à-vis de multinationales, et de contrôle pour l'industrialisation et la formation du prix des médicaments. Dans un autre domaine, la reconnaissance, ce qu'on parlait ce matin, des droits, des savoirs traditionnels des communautés autochtones, alors ça aussi c'est un énorme sujet, mais évidemment si on permet à des États, à des communautés de se réapproprier un certain nombre de savoirs, plutôt les États que les communautés, évidemment, on leur donne aussi des instruments de contrôle et éventuellement de valorisation, de négociation, etc. Donc les droits de propriété, c'est à la fois des droits de contrôle pour exclure, mais aussi c'est des droits avec lesquels on peut négocier et on peut construire des organisations, des systèmes économiques. Et pour ce qui concerne MSF, c'est assez intéressant dans le médicament puisqu'ils ont couplé en fait des actions très revendicatives et des campagnes d'accès public sur la suspension des brevets, et en même temps ils ont créé ce laboratoire pharmaceutique, ce laboratoire de recherche d'INBI qui a acquis une expertise pour y compris négocier avec les industriels des licences relativement ouvertes pour pouvoir utiliser par exemple les bibliothèques de composés des firmes pour faire du screening, pour identifier de nouvelles molécules et pour négocier un usage relativement ouvert. Donc la propriété intellectuelle et les droits de propriété, vous allez voir, c'est véritablement l'un des enjeux de pouvoir, de contrôle, mais aussi éventuellement de résistance et de débordement. Merci. Oui, très rapidement, parce que je pense qu'il y a peu de temps. D'abord une clarification. Je parlais pas des ressources naturelles, je parlais plutôt des technologies vertes. Voilà. Parce que finalement, c'est très bien qu'on réouvre la question sur les droits de propriété en général. Les droits de propriété sur les actifs physiques, c'est quand même relativement clair à établir, à défendre, etc. Les droits de propriété sur la propriété intellectuelle, des actifs extrêmement intangibles, on sait très bien qu'on ne peut pas breveter une idée, donc on doit en effet breveter des molécules, des technologies, on doit breveter des processus de fabrication en réalité, des procédés de fabrication. Et dans les technologies, c'est intéressant. L'équivalent de la molécule n'existe pas tellement dans la technologie, y compris sur le nucléaire, c'est une vieille technologie innovante, comment on casse un atome, tout le monde sait à peu près aujourd'hui. Donc on ne brevette pas ça, on brevette en fait des procédés sur les matériaux, les conditions de température, de pression, etc., la granulométrie, les différentes matières dans les matériaux composites, etc., etc. Donc la question en revanche se pose quand même en termes d'industrialisation et d'efforts d'industrialisation, dans la mesure où on voit bien que le prochain marché, par exemple sur les panneaux solaires, sur les énergies renouvelables, ça va être le Sud plutôt pauvre, plutôt en développement. La question, est-ce que le Sud peut, et quelles pourraient être ses stratégies pour faire partie d'un segment de l'industrialisation, d'un segment de la chaîne industrielle de ces procédés, et est-ce que, oui ou non, la propriété intellectuelle aide à mettre en confiance les investisseurs aujourd'hui détenteurs de ces technologies?
pour en délocaliser une partie dans le Sud, ou est-ce que ça aide, à l'inverse, les pays du Sud dans une stratégie d'acquisition, de multiplication des brevets, des procédés au fil du temps? On n'a toujours pas on n'a pas la réponse là-dessus, mais vous avez aujourd'hui des industriels qui, partant du déploiement, et c'est là que c'est intéressant, partant du déploiement, mais dans un contexte qui connaissent le terrain sur la manière de le déployer, mais dans un contexte de foisonnement d'acteurs qui ont des savoir-faire dans quelques écosystèmes locaux, se disent tiens, on peut peut-être jouer de manière un peu originale sur la propriété intellectuelle. Moi, je crois que c'est assez passionnant parce qu'il y a peut-être une nouvelle page de l'histoire de la propriété intellectuelle et du déploiement des technologies qui se fait dans un contexte où je crois, enfin, c'est vraiment notre hypothèse fondamentale, qu'on est en train de passer pour beaucoup de secteurs d'un système de monotechnologie qui était répliqué dans l'ensemble du monde à un système ou à des situations plutôt où chaque écosystème local va avoir des combinaisons technologies, ressources, emplois et propriétés intellectuelles éventuellement qui sont différentes et qui sont locales. Donc on sort d'un système de monotechnologie.